Au tribunal. L'amant de ma femme, un avocat, Harry. Le juge est mon ami. Vous allez quitter cette salle sans rien, soldat. Ma femme a eu un sourire narquois. Il a trop peur pour dire un mot. Regardez-le. Il a fait glisser un papier devant moi. Signez maintenant. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Que s'est-il passé ensuite? Au tribunal. L'amant de ma femme, un avocat sûr de lui, éclata de rire. Le juge est un ami proche. Tu vas sortir d'ici les mains vides, soldat. Ma femme afficha alors un sourire méprisant, comme si tout cela l'amusait. Il est bien trop lâche pour ouvrir la bouche. Regardez-le. L'avocat fit glisser un document devant moi d'un geste calculé. Allez, signez tout de suite. Il n'imaginait même pas un instant qui j'étais réellement. Chapitre 1. L'insulte. La salle d'audience avait cette odeur de vieux bois et de cire qu'on utilise pour masquer le temps, et l'air vibrait à peine sous les murmures étouffés du public. Je me tenais à la table du demandeur, vêtu de mon uniforme de cérémonie. Non pas que ce soit obligatoire, mais j'avais besoin de me rappeler l'homme que j'avais été avant que tout ne parte en vrille. Des années de service, de missions sans fin, de renoncement, tout cela pour en arriver à une banale procédure de divorce. En face, ma future ex-femme patientait, ses ongles parfaitement manucurés tapotant nerveusement la table. Son amant se tenait à côté d'elle, un grand type aux cheveux plaqués, costume hors de prix, et ce rictus arrogant qui vous donne envie de renverser la table. Il s'enfonça dans le dossier de sa chaise et me jeta un regard faussement détendu. Le juge est un ami, tu sais. Tu vas repartir d'ici complètement dépouillé, soldat. Ma femme lui lança un sourire complice avant de tourner la tête vers moi. Il n'osera rien dire. Regarde-le. L'avocat sortit alors un document de sa mallette et le poussa vers moi. Signé. Maintenant. Je baissai les yeux. C'était un accord de partage qui me retirait tout, la maison, les économies, jusqu'à mon vieux camion. Une arnaque soigneusement maquillée par le jargon légal. Je n'ai pas touché le stylo. À la place, j'ai levé les yeux et je les fixai. Ma voix est tombée, calme, presque détachée. Tu n'as vraiment aucune idée de qui je suis, pas vrai? Chapitre 2. Avant la trahison. 3 ans plus tôt, si quelqu'un m'avait dit que je me retrouverais devant un juge à cause d'elle, j'aurais sans doute éclaté de rire. À cette époque-là, elle représentait pour moi un point d'ancrage. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous étions rencontrés alors que j'étais encore en service actif. Elle affirmait admirer ma rigueur, mon sens du devoir, ma fidélité. Et moi, comme un idiot, je la prenais au mot. Mais j'avais déjà remarqué cette lueur dans ses yeux quand nous assistions à des événements officiels. Ce n'était pas de la fierté, c'était l'ivresse de l'attention. Elle adorait être introduite auprès de gens influents, voir les femmes d'officiers se pencher pour écouter chacune de ses phrases. Quand j'ai quitté le terrain pour un poste administratif à la base, tout a basculé. Elle se plaignait des horaires, de la routine, de ma vie devenue trop tranquille. Je me suis dit qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter. Puis vinrent les dîners professionnels, qui s'éternisaient, les appels étouffés dans le garage, l'obsession soudaine pour sa silhouette et ses tenues. J'ai voulu croire ses explications. Vraiment. La vérité m'a éclaté au visage de la pire manière possible. Un jour, en rentrant plus tôt d'un séminaire, je les ai trouvés tous les deux dans mon salon, verre de vin posé sur ma table, la veste de son costume jetée sur ma chaise. Il n'a même pas été surpris. Il a simplement esquissé ce sourire de prédateur élancé. On dirait que vous rentrez un peu tôt, soldat. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une humiliation. Quand j'ai ensuite appris qu'il avait repris son dossier de divorce et qu'il était proche du juge, j'ai compris que j'entrais dans un combat totalement biaisé. Mais j'avais connu bien pire sur le terrain, et je n'abordais jamais une bataille sans préparation. Chapitre 3. La mise en place discrète. De retour dans la salle d'audience, j'ai laissé le stylo là où il était.
Au lieu de ça, je me suis adossé à ma chaise, les laissant imaginer que j'hésitais, paralysé par la peur. La vérité, c'est que mon silence était calculé. Cela faisait 3 mois que j'assemblais patiemment mon propre dossier. Pas en passant par un avocat classique, mais en utilisant les compétences et les contacts acquis au fil de ma carrière. J'avais rassemblé des relevés bancaires, retrouvé des comptes privés qu'elle pensait cachés, et recueilli plusieurs témoignages, y compris ceux de personnes qu'elle avait blessées en chemin. Mais surtout, j'avais obtenu les preuves de leur liaison, de leurs mensonges, et, pièce maîtresse, les échanges suspects entre son amant et le juge. Un ami de la DEC et la division des enquêtes criminelles m'avait aidé à mettre en place, en toute légalité, une écoute lors d'un de leurs dîners de célébration. Leur arrogance défiait toute logique. Ils se vantaient ouvertement de me réduire à néant, et assuraient que le juge signerait n'importe quoi les yeux fermés. Tout cela se retrouvait désormais sur un enregistrement impeccable. Le fichier que j'avais soigneusement étiqueté, pièce à conviction Z. Je gardai une expression neutre en jetant un bref regard vers le juge. Il m'adressa un hochement courtois, impatient, certain que l'affaire serait bouclée en quelques minutes. L'avocat tapota le document d'un doigt malicieux. Signé, soldat. Épargnez-vous la honte. Un sourire me frôla les lèvres. Tu en es sûr? Chapitre 4 pièce à conviction Z. Le juge se racla la gorge. Monsieur Walker, vous signez l'accord ou vous exprimez votre objection. Je me levai lentement et boutonnai ma veste, prenant mon temps. Votre honneur, je souhaite formuler une objection et présenter une nouvelle pièce au dossier. L'avocat leva dramatiquement les yeux au ciel. Votre honneur, c'est un simple stratagème. Il n'existe aucune nouvelle preuve dans ce dossier. Je sortis alors un petit enregistreur numérique de ma mallette et le posai sur la table devant moi. En réalité, si. Je demande que ce soit ajouté en tant que pièce à conviction Z. L'atmosphère se transforma immédiatement. Les chuchotements reprirent, le greffier se redressa et le juge fronça les sourcils, clairement surpris. Très bien, continuez. J'appuyai sur lecture. La voix arrogante de l'amant résonna dans toute la salle. T'en fais pas, chérie. Le juge signera tout. On va le vider de tout ce qu'il a et on fêtera ça comme il se doit. Puis vint le rire de ma femme, un son que je connaissais trop bien. Il est bien trop froussard pour se défendre. Quand il comprendra ce qui se passe, tout sera déjà à nous, la maison, les comptes, tout. Un murmure stupéfait traversa aussitôt le public. Les yeux de ma femme s'ouvrirent grands, stupéfaits. Son avocat resta un instant pétrifié avant de se lever d'un bond. Objection. C'est une atteinte à la vie privée. Le juge l'interrompit sèchement, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Objection rejetée. Faites continuer l'enregistrement. J'ai relancé la lecture. Et la phrase que j'attendais depuis des semaines retentit enfin. L'amant, toujours lui. Même s'il tente quelque chose, je l'enterrerai. Le juge est mon pote. On a déjà joué ce jeu-là. Le juge se pencha alors vers l'avant, les yeux rivés sur l'avocat, sa voix aussi froide que le marbre. Cette voix, maître, c'est bien la vôtre? Le sang quitta le visage de l'avocat en un instant. Chapitre 5 Le vent tourne. Un silence étouffant s'abattit sur la salle d'audience. Même le bourdonnement du climatiseur paraissait trop bruyant. L'avocat avala difficilement sa salive, la voix soudain tremblante. Votre honneur, cela, c'est sorti de son contexte. Le juge abattit son marteau, résonnant violemment contre le bois. Maître Cole, ne déshonorez pas cette cour avec des excuses aussi ridicules. Cet enregistrement révèle clairement une collusion, ainsi qu'une faute professionnelle grave. Huissier, saisissez cet appareil et ajoutez-le au dossier. 2 huissiers intervinrent, l'un s'empara de l'enregistreur, l'autre se posta près de l'avocat, prêt à intervenir. Ma femme passait son regard du visage décomposé de son amant au mien,
comprenant enfin que leur plan, censé être infaillible, venait de se briser net. Le juge se tourna ensuite vers moi. Monsieur Walker, cette preuve fera l'objet d'un examen détaillé. D'ici là, toute demande de transfert d'actifs est gelée et les décisions concernant la garde demeurent inchangées jusqu'à nouvel ordre. Je hochai la tête avec respect. Merci, votre honneur. J'ai confiance dans le fait que toute la vérité finira par ressortir. Je n'ai pas mentionné le reste des éléments soigneusement rangés dans mon dossier, les photos, les relevés de virements, et surtout cet email accablant reliant les deux amants à un compte offshore. Tout cela viendrait en temps voulu. Il fallait laisser le premier coup faire son œuvre. Pendant que je rangeais mes affaires, j'ai entendu l'avocat murmurer en urgence à ma femme. Il faut négocier un arrangement avant que la situation ne dégénère. Si le juge poursuit. Sa réponse claqua comme un coup de fouet. Un arrangement? Hors de question. On ne lui cédera rien. Je me suis contenté d'esquisser un sourire intérieur. À partir de maintenant, il ne s'agissait plus de savoir ce que j'allais garder, mais bien de mesurer ce qu'ils allaient perdre. Chapitre 6. La deuxième frappe. Même si la séance avait été levée plus tôt ce jour-là, je ne suis pas rentré directement chez moi. Je me suis rendu sans attendre au bureau du procureur de la République. Mon contact à la DEC m'attendait déjà dans le hall, un dossier volumineux sous le bras. À l'intérieur reposait le reste de mes découvertes, des transferts d'argent entre ma femme et son amant, des emails détaillant comment ils cachaient leurs avoirs, et surtout une photo de profitant d'un séjour aux Maldives l'an dernier à une période où elle m'avait juré assister à une conférence sur le leadership féminin. Le procureur prit son temps pour parcourir les documents. Plus il lisait, plus son expression se durcissait. Monsieur Walker, ce que vous apportez là dépasse de loin un simple litige familial. C'est un complot, une fraude financière et une corruption manifeste d'un agent public. Nous allons ouvrir une enquête criminelle immédiatement. Lorsque j'ai quitté son bureau, des mandats étaient déjà en préparation. Une semaine plus tard, je retournai au tribunal. Mais cette fois, l'atmosphère avait changé, on pouvait presque sentir la tension dans l'air. L'avocat de ma femme évitait soigneusement mon regard. Deux hommes en costume sombre attendaient près du fond de la salle l'inspection générale. Le juge prit place, consulta quelques dossiers, puis leva les yeux vers nous. Avant d'ouvrir la séance, cette cour a été informée de l'existence d'une enquête criminelle impliquant certaines des parties présentes. En conséquence, toutes les procédures de divorce sont suspendues jusqu'à la fin de la dite enquête. Il tourna alors la tête directement vers l'avocat de ma femme. Maître Cole, je vous dessaisis de cette affaire. Huissier, veuillez accompagner Maître Cole dans la salle adjacente pour interrogatoire. Le hoquet de ma femme résonna presque comme un effet théâtral. Elle tenta d'attraper la manche de son amant, mais il ne daigna même pas la regarder. Je me penchai légèrement vers elle, juste assez pour que seule elle m'entende. Tu m'as répété que je n'avais pas le choix. Tu avais raison. Je n'en avais aucun. Je devais vous détruire. Son visage se décomposa. Elle comprit enfin, ce n'était pas terminé. En réalité, ce n'était que le début. Chapitre 7. L'effondrement total. 3 semaines plus tard, l'affaire explosa au grand jour. Les journaux publiaient des titres à sensation, un avocat influent et sa maîtresse accusés d'avoir soudoyé un juge et fraudé un vétéran lors d'un divorce. L'histoire se propagea en quelques heures. Dès le 2e jour, les chaînes nationales diffusaient des extraits de l'enregistrement, son rire dédaigneux, ses promesses arrogantes répétées en boucle. Mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer. Des messages affluaient de personnes que je n'avais pas entendues depuis une éternité, félicitations, excuses, parfois les deux. Pendant ce temps, son univers à elle s'écroulait. Son amant fut radié du barreau en moins d'1 mois et encourait désormais jusqu'à 12 ans de prison. Quant au juge, son fameux « pote », il fut suspendu immédiatement, sous le coup d'une enquête pour corruption et violations éthiques. Et ma femme, elle fut inculpée comme complice.
Le procureur gela ses comptes, saisit sa voiture de luxe ainsi que le condo qu'elle s'était offert grâce à mon argent. Sa famille, si bruyante et sûre d'elle auparavant, se mura soudain dans un silence pesant. On m'apprit qu'ils avaient dû hypothéquer leur propre maison pour payer ces frais juridiques qui grimpaient en flèche. Mais le moment que j'attendais arriva lors de l'audience finale. Le nouveau juge parcourut le dossier avec minutie, puis leva les yeux et planta son regard dans le mien. Monsieur Walker, au vu des preuves écrasantes de faute professionnelle et de collusion, la Cour vous accorde la garde exclusive de vos enfants, la pleine propriété de tous les biens contestés, et prononce la dissolution immédiate du mariage. Madame Walker devra verser une restitution desquelles en aura légalement la capacité. Texte réécrit. Ses mains tremblaient encore lorsque le coup de marteau retentit. Je me levai calmement, refermai les boutons de ma veste et, en passant près d'elle, je soufflai d'une voix à peine audible. Tu te souviens? Je n'avais vraiment pas le choix. Puis j'ai quitté la salle d'audience. Dehors, mes enfants m'attendaient avec mon père, et pour la première fois depuis des mois, leurs visages s'éclairèrent d'un vrai sourire. J'étais libre. Épilogue. Le coup de grâce. 2 mois après l'avoir croisé par hasard au supermarché, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Son écriture, autrefois si assurée, tremblait maintenant sous la panique. À l'intérieur, une seule feuille. Un message court, presque sec. Je ne trouve pas de travail. Je ne peux pas payer mon loyer. S'il te plaît, aide-moi juste un peu, le temps que je me remette sur pied. C'est pour les enfants. Pas un mot d'excuse. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Juste l'attente que, comme toujours, je lui tende encore la main. J'ai pris sa lettre et je l'ai glissée dans une nouvelle enveloppe. J'y ai ajouté une photo, celle que j'avais prise le week-end précédent, sur la terrasse du chalet de montagne que je venais d'acheter moi, les enfants, mon père, et ma nouvelle compagne, tous souriant sous le soleil. Au dos de la photo, j'ai écrit simplement. Tu avais raison. Je n'avais pas le choix. J'ai choisi de vivre mieux, sans toi. 2 semaines plus tard, un ami commun m'apprit qu'elle avait été expulsée. Elle vivait désormais dans un motel défraîchi à la périphérie de la ville, partageant une chambre avec des inconnus, survivant seulement grâce à quelques billets gagnés au jour le jour. Pendant ce temps, je signais un contrat pour un projet de sécurité internationale, un accord à 6 chiffres qui assurerait la tranquillité financière de ma famille pendant longtemps. La leçon était évidente. La trahison ne se contente pas de brûler les ponts, elle vous laisse dériver sur une île que vous avez vous-même mise en feu. Et quand on observe les flammes depuis le rivage opposé, on comprend que la vengeance la plus douce n'est parfois pas la vengeance elle-même. C'est simplement le fait de s'en aller sans jamais se retourner.